Et allons-y. Donc ça va être une petite conférence assez rapide sur la vie et la mort des étoiles. Donc je me présente vite fait. Quentin Van Butsel, je suis alternant à Intech. Officiellement, il reste 1 an à tirer. Voilà. Petit disclaimer rapide, je suis un amateur. Je suis un amateur qui pratique l'astronomie en amateur depuis 10 ans. Donc un amateur qui adore le sujet. Il est probable que vous allez sûrement entendre des choses que vous connaissez déjà. Je m'excuse d'avance. Il est aussi probable que vous allez apprendre des choses que vous ne connaissez pas encore. Et ça, ce sera cool. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Et allons-y. Et bien évidemment, il fallait que ce soit le moment où le bip. Alors juste pour commencer, une petite blague, on va parler avec des échelles démentielles, on va parler avec des grands chiffres. Il est probable que je me plante parfois de quelques décimales. Il est probable que demain ou dans 10 jours, vous allez avoir un autre chercheur qui va vous dire que tous les chiffres que je vous sors sont de la merde. Et c'est normal, c'est ça la science. Des fois on remet tout en question, et parce que les mecs d'avant, ils n'avaient pas la bonne idée. Donc en effet, l'univers s'en fout. Alors déjà, c'est quoi une étoile? Une étoile, on va raconter leur vie, de leur naissance à la mort. Une étoile, avant tout, c'est une grosse boule de gaz, une grosse boule agglomérée, et une boule de gaz qui a une particularité, c'est que c'est plus du gaz, c'est tellement chaud, c'est que ça vient du plasma. Alors le plasma, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moment où vos atomes, où vous avez vos électrons autour, avec les protons et les neutrons au milieu, c'est tellement chaud que les électrons se barrent, et vous avez une soupe, un magma absolument dégueulasse, de mélange de noyaux, d'électrons, et d'autres particules qui se désintègrent et se réintègrent en permanence. Si on prend l'exemple typique d'une étoile classique, genre notre Soleil, quand je vous disais qu'on est sur des échelles de masse absolument monstrueuses, à tel point que maintenant on préfère dire qu'on va calculer en masse solaire et pas en kilogrammes, parce que vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, le nombre de chiffres exponentiels, ça signifie plus rien. Une étoile, il faut qu'elle soit au minimum 0,08 masse solaire. En dessous, c'est pas une étoile. Au-dessus, c'est une étoile, ça brille. Niveau rayon, pour rappel, le rayon de la Terre, c'est 6000 km, donc là on est sur une échelle 100 fois plus grande, c'est monstrueux. Et température, pareil, on est sur des températures, alors je pense que tout le monde est au fait des Kelvin, on fait un petit décalage de 200 degrés Celsius, donc pareil, vous pouvez dire que c'est 15 millions de degrés Celsius ou 15 millions de degrés Kelvin, objectivement à 200 près, on s'en carre, c'est monstrueux. Par contre, le détail amusant toujours, c'est que le cœur de l'étoile est bien évidemment monstrueusement chaud et sa surface relativement froide. Bon, ça fait quand même 5000 degrés. Et une étoile comme notre Soleil, c'est composé majorité d'hydrogène, d'hélium, et les autres, ça se perd dans la nature. C'est le cas de quasi toutes les étoiles de notre univers. Et bien évidemment, notre univers est composé à 99% d'hydrogène pour sa matière ordinaire, bien évidemment. Alors si on va un petit peu plus loin, comment ça naît une étoile? Comment est-ce qu'on se retrouve avec une grosse boule de gaz comme ça qui s'accumule et surtout qui brille? Avant tout, ça va se former dans les nébuleuses, d'énormes nuages de gaz. Si vous avez déjà vu la galaxie, vous voyez ces grands trucs laiteux, dégueulasses de gaz agglomérés. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas de théorie exacte sur pourquoi est-ce que ce nuage de gaz va se déstabiliser, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le nuage de gaz va s'effondrer sur lui-même. Il y a plusieurs théories. La première, c'est que, random. La deuxième, c'est que le trou noir central de notre galaxie provoque des sursauts gravitationnels qui forcent le gaz à s'entrechoquer. Donc, entre guillemets, le trou noir central de notre galaxie serait à l'origine de la majorité des étoiles de notre galaxie. Ou alors d'autres phénomènes qu'on ne sait pas encore. Personnellement, j'aime bien le deuxième, c'est une belle théorie. Donc là, si on s'amuse à regarder, alors c'est une nébuleuse que je me plante pas, c'est la nébuleuse M16, la nébuleuse de l'Aigle, avec au milieu une petite formation que beaucoup de gens connaissent plus sur cette forme-là, qui sont les piliers de la création. Ce sont d'énormes bulles de gaz, bien évidemment observées dans un spectre où on sélectionne les lumières qu'on veut, parce que bien évidemment, si on regarde en lumière réelle, vu que ça irradie dans toutes les lumières visibles possibles, en rayon X, en rayon gamma et en rayon radio, si vous regardez ça, c'est tout blanc. Si jamais vous avez mis l'œil dans un télescope, c'est toujours très décevant de regarder une nébuleuse parce que c'est tout blanc. Voilà, parce que forcément l'œil humain, il est faible. L'œil humain, vous lui mettez différentes longueurs d'onde, il n'en voit qu'une. Enfin, il voit le paquet en un seul bloc. Par contre, quand je vous dis que c'est monstrueux, c'est pas pour déconner, parce que voilà, le pilier de la création, il fait 5 années-lumière. Voilà. Donc en effet, les petits points blancs qu'on voit au bout, ce sont des étoiles en formation. Et puis surtout, on voit ici les formations vachement connues des filaments, alors qu'on voit beaucoup mieux sur le nuage de gaz. Alors son petit nom c'est IC546, qui a été prise en 2011. Et là on voit vraiment la formation de ces filaments de gaz, où le gaz en fait va s'effondrer sur des rivières en fait de gaz. Et ici, on voit en effet les étoiles qui vont s'agglomérer. Donc le nuage de gaz s'effondre à cause de la gravité. Et là il va se passer un truc vachement marrant. Plus vous effondrez les atomes, plus vous effondrez votre nuage de gaz, plus les atomes au milieu vont chauffer.
Et plus vous chauffez, plus la distance entre les électrons et les protons vont commencer à s'effondrer. La gravité va commencer à vaincre la force électrofaible, puis vaincre la force forte qui a garanti la cohésion du noyau, et soudainement les noyaux qui jusque-là étaient repoussés par la force électrofaible, électromagnétique, vont se mettre à fusionner. C'est la fusion thermonucléaire. Alors grossièrement, bien évidemment, si je m'amusais à vous faire les équations, on pleurait un petit peu. Je vous rassure, j'en ai pas mis beaucoup, parce que sinon c'est assez affreux. Donc soudainement, vous avez un dégagement d'énergie monstrueux qui va contrebalancer l'effondrement gravitationnel de l'étoile. Et c'est cet équilibre hydrostatique, comme on appelle, qui évite que l'étoile devienne un trou noir, et va garantir l'étoile une certaine forme de vie. Alors si on veut aller un peu plus loin, si on part de l'hydrogène, on peut prendre 2 atomes d'hydrogène, ça provoque un atome de deutérium, donc un isotope de l'hydrogène, et qui va relâcher un électron et un neutrino. Si on refusionne derrière, etc., et on va former de l'hélium. Le principe de la fusion, ça va permettre de créer des nouveaux éléments, plus ça va chauffer. J'ai une question, vas-y. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est instable. 2 protons côte à côte sans équilibrage avec un neutron, c'est instable. Donc, un des 2 protons va se, je vais mettre des gros guillemets, transmuter pour devenir un neutron. Et donc, bien évidemment, s'il est positif et qu'il doit devenir neutre, voilà. Et la charge, c'est la charge. Alors, c'est pas un électron, pardon, je me suis planté, c'est un électron positif, c'est un positron. C'est l'antimatière. Et bien évidemment, la somme d'énergie fait qu'il doit perdre aussi quelque chose, donc c'est le neutrino qui va se balader dans la nature. S'il trouve d'autres trucs, oui. Genre s'il trouve un autre électron, ah, pouf. Oui. Alors, dans la mesure où c'est un plasma et c'est une grosse soupe de matière agglomérée très proche, la probabilité qu'il ne désintègre pas, elle est très faible. Donc il va se désintégrer, et quand tu mets un électron avec un positron ensemble, ça fait un rayonnement gamma, ça fait de la lumière. Et là, ton étoile, elle brille. Alors la petite blague, c'est qu'elle va briller fortement au cœur. Vous vous souvenez, ça fait 15 millions de degrés, c'est monstrueux. Le petit truc, c'est que les photons, la lumière, la chaleur, va essayer de sortir. Au-dessus, vous avez une étoile. Donc des fois, ça reste sur place, et ça garantit la chaleur dans le cœur. Mais parfois, les photons, pouf, vont réussir à sortir. Une infime fraction, même pas 3% de ces photons, réussissent à sortir. Alors ça vous laisse donner une ordre d'idée, vous avez déjà regardé une demi-seconde le soleil dans la gueule, ne le faites pas. Vous dites que ça, ce n'est que 3% des photons du cœur qui réussissent à sortir. Donc ça vous donne une ordre d'idée de la quantité d'énergie monstrueuse qu'il y a dans le cœur. Alors si je rentre un peu plus dans les détails, au noyau, au niveau du noyau d'un atome, vous avez en réalité les 2 protons, mais aussi des particules virtuelles qu'on les appelle, les gluons, qui garantissent la force forte. Et quand vous rajoutez un proton en plus, ou dans notre cas ici vous le faites transmuter, vous avez trop de gluons pour maintenir la charge. Donc vous avez trop d'énergie pour maintenir l'élément. C'est là où il y a un gars vachement sympa qui a eu une bonne idée. Il y a une équation qui dit que si tu as trop de matière à un endroit donné, ça devient de l'énergie. C'est comme ça qu'on a un dégagement d'énergie monstrueux. Voilà, donc la base de la fusion thermonucléaire. Je vous fais pas tout le détail de tous les trucs qui sont en dessous. Donc notre étoile est en équilibre hydrostatique et va se mettre tranquillement à fusionner l'hydrogène dans son cœur à des températures monstrueuses. Et puis elle fait fusionner l'hélium, qui va devenir du carbone, puis du néon. Bon. Seulement voilà, en fonction de la masse initiale de l'étoile, il va se passer des choses différentes. Si l'étoile est toute petite, genre 0,3 masse solaire, elle prend son temps pour fusionner, mais genre peinard. On a une étoile qui va durer des milliards et des milliards d'années, mais ça chauffe pas assez. Parce que ça va être vous savez, comme si vous mettez votre radiateur sur un truc standard, ça va chauffer la salle, mais bon, ça va mettre un peu son temps, voilà. Dans le cas d'une étoile solaire, comme la nôtre, on a une durée de vie de 10 à 12 milliards d'années. Actuellement, le Soleil a 4-5 milliards d'années, donc il lui reste encore 5 bons milliards d'années à vivre. Et il va brûler tranquillement. L'avantage, c'est vu qu'il est plus petit, plus compact, il va chauffer au cœur. On va pouvoir fusionner plus loin. Et si on va plus loin, si on a des étoiles monstrueusement lourdes, forcément au cœur, ça va y avoir une étoile monstrueuse qui va s'effondrer dessus, donc bien évidemment ça va être plus chaud, et bien évidemment ça va fusionner. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous voulez fusionner des éléments de plus en plus lourds, il vous faudra plus d'énergie. Forcément, vous avez un gros paquet d'atomes, il faut en remettre un paquet dedans. Donc ça va demander plus d'énergie. Donc à chaque fois, l'étoile va consommer son énergie pour fusionner des éléments au cœur, et ça lui aura coûté très cher. Donc à chaque fois, ça va lui prendre de moins en moins de temps parce que elle va consommer toute son énergie pour avancer. À tel point, vous voyez, les derniers cas de la fusion du silicium, sur l'échelle de temps de la vie d'une étoile, on est sur quelques jours. Et si ensuite on s'amusait à mettre le fer va fusionner dans quelques secondes avant la fin de l'étoile. Ok.
Alors, je disais tout à l'heure, si l'étoile s'allume pas, qu'est-ce qui se passe? On a une grosse boule de gaz, ce qu'on appelle les naines brunes. On suppose qu'elles composent la majorité de la matière de notre galaxie. Le problème, c'est que c'est des boules de gaz, et ça brille pas, quoi. Donc, à repérer, c'est juste la merde. Si vous avez plus petit encore qu'une naine brune, vous avez une sorte de Jupiter chaude. Et si vous avez plus petit encore, vous avez une Neptune. Et plus petit encore, vous passez sur des planètes telluriques comme Mars, la Terre et compagnie. Donc voilà, vous voyez la hiérarchie des planètes, enfin des corps de l'univers. Donc la naine brune, c'est un cadavre mort-né, c'est fini pour elle, elle ne pourra jamais aller plus loin. On suppose qu'elle rayonne un tout petit peu dans l'infrarouge, parce qu'il ne faut pas déconner, hein, le gaz qui s'est aggloméré, il a chauffé un petit peu au début, mais on ne les verra jamais, elles seront très très dures à observer. Yes. Hydrostatique, ouais. Alors même pas, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a même pas assez de masse pour initier la fusion, la fusion, mais il n'y en a pas non plus suffisamment pour former un trou noir ou quoi que ce soit. Donc là, c'est juste un raté, c'est un tas de gaz, voilà. Alors oui, au centre, c'est chaud quand même, mais après, voilà. Alors classification spectrale, je vais faire une digression rapide parce que je vous épargne les paramètres techniques. Notre Soleil, c'est une classe G. Alors, n'allez pas savoir pourquoi est-ce que c'est pas dans l'ordre alphabétique, ça j'ai jamais compris. C'est un délire de physicien. Voilà. Et en proportion, donc vous voyez les autres petites, les naines rouges, qui sont plus petites que le Soleil, et à côté les géantes bleues. Alors géantes bleues, le terme est galvaudé, on est sur du 1000 à 100 fois plus grand que le Soleil. Alors le terme géante bleue, naine rouge, étoile orange et compagnie, c'est des jolis mots, mais en réalité, on ne désigne jamais une étoile par ce terme-là, puisque elles vont toutes être rouges au bout d'un moment dans leur vie. Ok, voyons le cas d'une étoile un peu classique, genre une étoile G2V, c'est son nom de code, c'est notre Soleil. Le principe, c'est que son corps est suffisamment chaud pour initier une fusion thermonucléaire, c'est cool, mais elle est suffisamment grande pour que la chaleur fasse des radiations, soit dans une zone radioactive avant de sortir. Donc l'extérieur de l'étoile chauffe bien, et quand je dis il chauffe bien, il va chauffer à plusieurs millions de degrés en sortie. Mais cette partie-là ne fusionne pas, c'est du gaz qui est chaud, mais il n'y a pas assez d'énergie pour que ça fusionne. Donc c'est pour ça que notre étoile va avoir une durée de vie relativement longue, mais cet hydrogène qui est ici ne fusionnera jamais. Désolé. Donc là, ce sont des étoiles de l'ordre de 0,5, 1,5 masse solaire. Ok. Alors je ne vais pas m'attarder sur toute la structure interne de l'étoile. Donc vous voyez bien qu'il y a en effet un cœur abominablement chaud, une zone de radiation, et puis la sortie de la matière, de la lumière à la fin. Ok. Le problème, c'est qu'il faut une certaine quantité d'énergie pour fusionner notre hydrogène en deutérium, en hélium, en lithium. Ah, ça commence à être lourd! Carbone, oxygène, on monte jusqu'au fer. Et là, c'est le problème, parce que pour fusionner du fer, il faudra plus d'énergie que ce que la fusion va pouvoir fournir à l'étoile. Donc l'étoile va brûler sa propre énergie, et donc ça ne marche pas. Et l'étoile s'éteint. Donc bien évidemment, avant d'en atteindre là, on va avoir un phénomène qui va être la mort de l'étoile, on va y revenir. Mais du coup, du fer jusqu'à l'uranium, tous ces éléments-là, les étoiles ne peuvent pas les former. On reviendra plus tard sur comment est-ce qu'ils existent, parce que vous doutez bien que les centrales nucléaires françaises, elles viennent de quelque part. Ok. Donc le problème, c'est qu'au cœur de l'étoile, il faut que ça chauffe plus pour que ça fusionne. Donc, vers la fin de sa vie, l'étoile va commencer à... Le cœur va s'éteindre, il n'y a plus assez de chaleur. Donc, le cœur va s'effondrer, la gravité reprend sa main. Et vu que la gravité gagne à nouveau, ça rechauffe, cool. Donc l'étoile se rallume, entre guillemets. Elle se rallume, elle va fusionner l'élément suivant, genre du carbone. Donc ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer, super, ça chauffe beaucoup plus. Mais vu que ça chauffe plus, les couches extérieures de l'étoile se font vaporiser, éjecter. Et l'étoile enfle, jusqu'à devenir une géante rouge. Pourquoi rouge? Rouge, c'est pas chaud, parce que les couches extérieures sont tellement loin du cœur que ça chauffe plus assez. Et ça recommence. L'étoile va se recontracter, parce que ça chauffe plus assez, la gravité regagne, l'étoile se recontracte, et va chauffer l'élément suivant, etc., etc., etc. À la fin de sa vie, l'étoile va enfler, gonfler, c'est un peu les mêmes mots, je m'inverse, désolé, jusqu'à rebondir à chaque fois sur son cœur et essayer de le chauffer. Puis arriver au fer, là vous l'avez vu, le fer, c'est pas possible. Même si l'étoile s'amusait à continuellement s'effondrer, il n'y aurait pas assez de chaleur. C'est exactement ce qui va se passer. Alors dans le cas de notre Soleil, il n'y a pas assez. Ouais? Non? Ok. Donc à notre Soleil, il n'y a pas assez et ça va enfler jusqu'à ce que l'étoile enfle, jusqu'à devenir une géante rouge. Alors un géante rouge, quand on dit géant, c'est pas pour déconner. En proportion, si on s'amusait à ce que le Soleil devienne une géante rouge, la Terre
à ce moment-là, elle va être carbonisée. Donc, vous dire, ouais, vas-y. Alors, parce que justement, le cœur va être plus chaud, il s'effondre. Vu qu'il est plus chaud, il émet plus de lumière, plus de matière. Donc, les couches externes, qui sont pas chaudes et rien, sont catapultées. Et ça va être le petit jeu qu'elle va continuer à s'effondrer. Mais plus elle s'effondre, plus il fait chaud, donc plus elles vont être éjectées loin, etc., etc., etc. Et aussi, plus elles sont éjectées loin, plus elles refroidissent. Du coup, plus l'étoile devient rouge. Donc même notre superbe bleue de tout à l'heure, à la fin de sa vie, elle devient une super géante rouge. Ok. À la fin, notre géante rouge, alors là c'est de son petit nom, Alma U Utilae, que j'aime beaucoup, puisque là on a une géante rouge, c'est sur la fin de sa vie, c'est fini. Les couches externes sont abominablement loin, elles vont même plus s'effondrer, on voit le cœur de l'étoile à nu, la géante rouge en fait chauffe. En fait, notre soleil va finir non pas dans une gigantesque explosion, non, 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 notre soleil va mourir dans un blob. Ouais, non, c'est pas très classe, mais c'est comme ça que notre étoile va finir, un gros blob. Alors bien évidemment, le blob ici fait quand même 6000 degrés à l'extrémité, à comparer aux millions de degrés du cœur. Pourquoi le cœur il reste? Le cœur, alors pardon, oui, j'oublie, notre nuage de gaz final va devenir une nébuleuse planétaire. Alors aucun rapport avec les planètes, c'est juste que quand on en a observé, on s'est dit « Ah, ça ressemble vachement à des planètes », puis en fait en regardant plus près, non, c'est pas des planètes. Et les jolies couleurs des nébuleuses planétaires, c'est du fait que l'étoile a fusionné plein d'éléments dans son cœur, forcément ça a donné des éléments de différentes couleurs, différentes natures. Et on voit d'ailleurs bien que ce sont les différentes couches internes de l'étoile qui sont soufflées et s'éloignent. Et notre nébuleuse, elle est composée de l'hydrogène sur l'extérieur. Et peut-être que cet hydrogène va croiser l'hydrogène de l'étoile d'à côté et reformer une étoile, etc., 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 etc. Au milieu de tout ça, on a un tout petit point blanc là. C'est le noyau de l'étoile. C'est la naine blanche. Alors la naine blanche, c'est le cadavre d'une étoile. En réalité, c'est son cœur à nu. C'est son cœur qui a plus la pression monstrueuse de l'étoile elle-même, donc le cœur, il ne peut plus fusionner. Le cœur, il fait la taille de la Terre, en proportion. Il faut remettre en proportion avec le Soleil. On est, là, l'étoile est divisée par 1000 sa taille. Par 100, pardon. Et le cœur est abominablement dense. Pensez-y, toute la matière a pression dessus. On est de l'ordre de 1 tonne pour 1 cm3 d'un objet comme ça. Donc une cuillère à café, ça pèse 1 tonne. Bon. Et là, le problème, c'est que notre naine blanche, elle fait plus de fusion. Elle est juste brûlante parce que durant toute sa vie, elle s'est pris toute la masse de l'étoile et elle a chauffé. On est sur de plusieurs millions de degrés à nouveau. Par contre, elle ne fusionnera plus. Donc, le seul moyen pour la naine blanche de continuer sa vie, c'est de briller, d'émettre de la lumière pour enlever sa chaleur. Or, vous savez tous que le milieu qui entoure les étoiles, c'est du vide, et le vide niveau conductivité thermique, c'est... Voilà, super. Alors, 0, non, parce qu'elle émet de la lumière, donc en effet, il y a un peu de chaleur qui sort. Donc, notre naine blanche va refroidir, jusqu'à devenir une naine noire. Alors, le problème, c'est que la naine noire, pour que ça refroidisse, on est sur de l'ordre 10 puissance 100 années. Autant vous dire que dans notre univers qui a 14 milliards d'années, il n'y en a pas encore. Et je vous présente un objet hautement hypothétique. Ça se trouve, ça n'existe même pas. C'est juste qu'on suppose qu'à la fin, la naine blanche... de fer. C'est un noyau de fer refroidi et c'est noir. Parce que ça fait plus de lumière ni rien. C'est le cadavre final d'une étoile. Voilà. Bon, là, c'est le cas nominal d'une étoile comme la nôtre. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Alors, le cas en fait le plus nominal d'une étoile, ce sont les étoiles binaires. La majorité des étoiles en fait se forment dans des nuages de gaz, et forcément il y en a d'autres à côté, et forcément, pouf, elles se retrouvent en binôme. Et c'est pratique parce qu'en binôme, du coup, leur équilibre gravitationnel est relativement stable. Elles vont tourner l'une autour de l'autre. Par contre, des fois ça dégénère. Des fois, il y en a une des deux qui meurt avant l'autre, qui devient une naine blanche, alors que l'autre n'est pas encore morte, c'est devenu une géante rouge. Et là, ça tourne mal. Parce que la géante rouge, elle, ses couches extérieures, pouf, se barre, mais la naine blanche, c'est un petit point de matière ultra dense. Et la gravité, elle aime bien les trucs denses. Donc soudainement, la naine blanche va vampiriser, cannibaliser sa binôme, récupérer sa matière. Et soudainement, il y a à nouveau de la matière qui va s'effondrer sur le cœur, enfin le cœur, sur la naine blanche, qui se rallume. Alors qui se rallume, guillemets, ça s'effondre, ça fait un grand flash lumineux, c'est une nova comme on appelle, et puis ça s'arrête pendant un laps de temps. Et puis ça recommence, jusqu'à ce que la géante rouge soit totalement boulottée. Alors à ce moment-là, il y a énormément de scénarios différents en fonction de si la naine blanche est vachement loin de la géante rouge. Au bout d'un moment, la géante rouge devient elle aussi une naine blanche et
On n'a plus que deux naines blanches qui tournent l'une autour de l'autre. Ou alors la naine blanche est suffisamment proche, et dans ce cas, la géante rouge va s'effondrer dessus. Alors là, on obtiendra ce qu'on appelle une nova cataclysmique, parce que ça, vous imaginez bien, il y a un truc qui tourne autour d'un autre, qui est en train d'absorber l'autre, ça donne un truc complètement monstrueux, et on a du gaz partout, ça en met partout. Mais c'est pas la plus grosse explosion qu'on puisse avoir. Ok. Alors on va voir en bas de l'échelle. En bas de l'échelle, on a les naines rouges. Alors les naines rouges, vu qu'elles sont toutes petites, hein, on a vu, elles sont nettement plus petites que le Soleil. Et surtout, vu qu'elles sont plus petites, la fusion se fait quasiment dans toute l'étoile. De manière homogène, l'hydrogène fusionne. Et du coup, toutes ces réserves d'hydrogène, la naine rouge la boulotte, tranquille, pilou, ce qui va faire qu'une naine rouge va être sur les 800 milliards, 1000 milliards d'années, à comparer aux 5 milliards d'années de reste à notre Soleil, autant vous dire que Mathusalem. Voilà, on suppose que c'est... alors bien évidemment, j'avais parlé des naines brunes, vous vous doutez bien que l'étage du dessus, c'est les naines rouges. Environ sur 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée, il y en a 160 milliards qui sont des naines rouges. Donc c'est la majorité des étoiles de notre galaxie et notre univers sont des naines rouges. Le défaut, c'est que si elles sont rouges sur l'extérieur, vous vous doutez bien que c'est pas très chaud. Donc c'est pas facile à voir. Ça rayonne dans l'infrarouge, un peu en lumière visible rouge, et encore. Donc c'est pas facile à voir, alors que ça représente la majorité des étoiles de notre Voie lactée. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. Alors le dernier détail, c'est vu que la majorité de l'étoile est majoritairement composée de plasma et qui fusionne, vous doutez bien que contrairement à une étoile comme notre Soleil où l'extérieur est relativement calme, je mets des guillemets sur calme, hein, ça éruptionne, ça part de partout, l'étoile, une étoile de type M, pardon, une naine rouge, elle va fusionner et elle va éjecter ce qu'elle fusionne en permanence. Donc, si vous vous amusez à mettre une étoile habitable autour d'une étoile rouge, d'une naine rouge, elle va se prendre des éruptions solaires tous les 24 heures. Mauvaise idée. Voilà, donc ça, de base, hein, quand on vous annonce « Ouais, on va trouver une étoile habitable autour d'une naine rouge », ouais, bon, laisse tomber. Elle est grillée sur place tous les 2 minutes. Ok. Alors, l'autre extrémité du spectre, là, ça devient intéressant. Parce que là, on va remettre de la matière, on va obtenir les super... Alors, il y a même le superlatif hyper géante rouge, et géante bleue, pardon. Donc ça vous laisse un ordre d'idée sur la taille monstrueuse de ces étoiles, on avait vu le proportion tout à l'heure. On est en effet sur 1,5 à 300 masses solaires. Et vu qu'elles sont tellement grosses, le cœur va fusionner, mais alors l'extérieur fusionne que dalle. Par contre, il se prend la quantité d'énergie monstrueuse qui est fusionnée dans le cœur, d'où le fait qu'elle va rayonner bleu. Mais du coup, vu que la masse de l'étoile est monstrueuse, le cœur va fusionner à très très grande vitesse. Et en effet, là on est sur des ordres de vie qui se comptent en millions d'années. Là, alors c'est un peu le paradoxe, plus l'étoile est grosse, plus sa durée de vie est courte. Et en effet, dans ce genre de cas, on est sur 7 millions d'années en moyenne. À nouveau, je rappelle, notre univers a 14 milliards d'années, donc en fait, il n'y en a plus. Des super géantes bleues, il n'en existe plus. Ou alors très rarement quand, miraculeusement, il y a un petit nuage de gaz qui passe à côté d'un autre, vachement important, et que voilà. Donc elles sont rarissimes, parce que justement, elles pètent très vite. Alors elles pètent très vite, mais surtout, l'avantage, on l'a vu dans le déroulé de nucléosynthèse, elles pètent très vite, mais elles chauffent méchamment au cœur. Ce qui veut dire qu'elles vont forger une grande quantité d'éléments et enrichir le milieu interstellaire. Alors qu'est-ce qui va se passer à la fin de leur vie? Alors pour vous donner un ordre d'idée, hein, la taille du bestiau, la Terre c'est le petit machin qui est là, le Soleil c'est le petit machin qui est là, j'ai l'orbite de Jupiter. Voilà. Voilà. Quand on dit hyper géante, le superlatif est valable, hein, pas de problème. Voilà. Alors à la fin de sa vie, alors là je vais introduire une nouvelle notion parce que c'est des découvertes qui datent de 2017 et c'est vachement cool. À la fin de sa vie, notre étoile, donc vous doutez, hein, fusionne ses couches les unes après les autres, jusqu'à ce que ça devienne, dans les quelques dernières millisecondes de sa vie, un noyau de fer. Et là, l'étoile continue de s'effondrer sur le noyau de fer, tant qu'à faire. Blague. Le problème, c'est qu'il fusionne plus. Pas moyen. Donc l'étoile va s'effondrer. Et à ce moment-là, va se passer un déséquilibre. Puisque deux choses l'une, soit le fer fusionne, mais il faudrait plus d'énergie, soit il va se passer un autre truc, ce n'était pas le fer qui va fusionner, ce sont les protons et les neutrons et les électrons qui sont encore dans le noyau qui vont se mettre à fusionner. Et ainsi, vous allez obtenir une matière complètement dégénérée, où les protons positifs vont fusionner avec les électrons, ce qui vous donne des... Un électron fonctionne avec un proton, ça te donne un plus avec du moins. Ça te donne un neutron. Donc vous forgez plein de neutrons dans le cœur, à grande vitesse. Voilà.
Et le problème, c'est que on s'est toujours demandé, mais pourquoi, comment... Alors là, il faut que la vidéo YouTube charge, s'il te plaît. Ou pas, peut-être. Oh non, eh oh. Est-ce que j'ai Internet? Oui, j'ai Internet. Bon alors. Hein? Est-ce qu'il veut bien? Ah bah voilà, mieux. Alors, il y a beaucoup de simulations qui ont été faites sur à quoi ça ressemble le cœur d'une étoile à neutrons qui s'effondre. Là, vous avez le temps, on est sur des échelles de temps absolument infinitésimales. Le problème, c'est qu'on s'est toujours dit, alors vous voyez en effet le cœur qui essaie de s'effondrer sur le cœur qui s'effondre sur lui-même. Le problème, c'est que notre étoile, elle tourne sur elle-même. Et vous, vous doutez bien, hein, vous avez déjà joué à ça, à prendre quelqu'un par la main, lui faire des tours, mais si au moment où vous rapprochez la personne de vous, la personne va tourner plus vite. Donc la matière qui s'effondre sur le cœur va tourner de plus en plus vite. Et est-ce que vous avez déjà pris un bac d'eau, avec de l'eau dedans, et fait des tours? Vous savez ce qui se passe? Ça fait des turbulences, ça se mélange, ça se malaxe, et ça devient un truc un peu bordélique comme ça. Parce que jusque-là, c'était la grande question de pourquoi une étoile qui pète à la fin de sa vie comme ça fait pas des jolies couches bien concentriques, bien régulières. Et pourquoi c'est malaxé en bordel pas possible? Bah, la réponse, l'étoile tourne sur elle-même. Et vu qu'elle tourne sur elle-même, elle va malaxer son cœur et voilà, là vous voyez l'effet chaotique. La simulation, elle a pris 2 ans, il a fallu des fermes de calcul monstrueuses parce qu'il faut simuler un état de matière super dense, super critique, super chaude et pendant quelques millisecondes. Vous imaginez un peu la blague? Voilà. Si vous avez envie, le SNES embauche toujours des gens. Yes. Attends, plus fort. Ouais. 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 On est sur de l'ordre relativiste, tout à fait. Dans le cœur de l'étoile, l'étoile va tourner à une vitesse relativiste. La matière qui va s'effondrer sur l'étoile va être à des vitesses relativistes. Autant vous dire qu'à calculer, c'est super fun et vous avez en effet des effets de décalage temporel entre les événements au cœur de l'étoile. Ça devient vachement fun à faire. Voilà, autant vous dire que c'est que récemment qu'on a commencé à avoir des résultats. Alors, il va se passer un truc vachement marrant. Enfin, vachement marrant, question de point de vue. Notre étoile, voilà, s'effondre sur elle-même et va générer une quantité de matière monstrueuse, puisque votre fusion électron-proton va provoquer un neutron, mais aussi un neutrino. Puis 2, puis 3, puis 4. Il y a plein de neutrinos qui se provoquent. Et vous avez un dégagement de neutrinos phénoménal. Or, le neutrino, pour ceux qui ne le savent pas, il est tellement peu interactif qu'il peut traverser la Terre et me traverser là en part. LOL. Seulement, voilà, dans le cœur d'une étoile, il y a une telle quantité de neutrinos qui va être générée par la dégénérescence de la matière que ça va partir. Le nombre de neutrinos va permettre à l'étoile de briller une ultime fois, ce qui est la supernova que vous venez de voir. Une supernova, c'est juste l'étoile qui, par dégénérescence, produit une quantité phénoménale de neutrinos qui brille. Et on obtient des phénomènes les plus brillants de l'univers, puisque vous convertissez instantanément toute l'énergie qui est dedans. Ouais. Alors, c'est eux qui brillent et qui vont réagir avec le milieu interstellaire très proche, qui va briller comme un malade. Mais alors, voilà, ça vous donne une idée de proportion. Le neutrino, normalement, ne réagit pas, mais il y en a tellement que cette fois-ci, là, ça brille. Voilà. C'est juste qu'il y a une quantité ahurissante de neutrinos. Et à la fin, on obtient donc ce genre de rémanente supernova. Donc là, c'est la nébuleuse du Crabe. Alors vous voyez que c'est très proche de la nébuleuse planétaire qu'on a vue précédemment. Mais contrairement à la nébuleuse de la Lyre qu'on a vue précédemment, c'est vachement bordélique. Hein, vous voyez bien que la matière est complètement malaxée. Voilà. C'est dû en fait à l'effondrement du cœur. Et à la fin, on obtient en effet, à la place du cœur, une étoile à neutrons. Alors attention, si on avait beaucoup de matière pour former notre étoile qui s'effondre, on n'aura pas une étoile à neutrons, on aura un trou noir qu'on verra plus tard. Si on a juste ce qu'il faut, on a l'étoile à neutrons. Et l'étoile à neutrons, c'est une bizarrerie. Hein. On a en effet la fusion de notre proton et notre électron qui donne notre neutron et notre neutrino qui se baladent. La couche extérieure, c'est du fer. La couche intérieure, là on est obligé de dire que c'est liquide, bizarroïde. Vous avez même des quarks strange, up, down. Vous avez les quarks qui mutent eux-mêmes là-dedans. On est incapable à l'heure actuelle d'être vraiment précis sur ce qui se passe au cœur d'une étoile à neutrons, tellement c'est le bordel. Voilà. Alors par contre, on est sur une échelle très petite. Donc ça vous donne une idée que la masse, la densité de ce genre de truc,
une cuillère à café, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, hein, une cuillère à café d'une naine blanche, on est sur plusieurs milliards de tonnes. Là, on est sur 400 milliards de tonnes, on est largement au-delà. Alors là, j'ai plus les... Alors la masse de la Terre, bah là déjà tu peux donner un ordre d'idée. On est sur un truc qui fait 1,5 masse solaire qui tient dans 20 km. Donc c'est plus petit que Paris, et tu as la masse du Soleil à peu près. Voilà. Et on est sur pas grand chose, hein. C'est juste parce que l'étoile était un peu plus grosse au début, et pouf. Alors il y a un phénomène assez marrant, c'est que du fait de la rotation du machin, hop, désolé, bah, par un effet de centrifuge, l'étoile au niveau, le cœur de l'étoile qui était au milieu va être catapulté à très grande vitesse. Alors c'était un des grands mystères, se dire mais pourquoi est-ce qu'on a ce genre de cas avec des étoiles à neutrons qui se barrent. Pour un peu avoir des chiffres, il faut se dire que la supernova, donc là c'est un rémanent de supernova, a pété il y a 10 000 ans, que du coup le front d'onde ici qui heurte le milieu interstellaire et qui chauffe et qui brille à 5000 ans pardon, c'est l'inverse. C'est que lui, il a pété il y a 10 000 ans, et l'étoile à neutrons qui est là-bas, qui était avant au cœur, a traversé là le milieu inter à la limite, il y a 5000 ans. Donc aujourd'hui, on sait qu'elle est catapultée à près de 1000 km par seconde. Autant vous dire qu'elle va quitter la galaxie tellement elle va vite. C'est le seul phénomène à l'heure actuelle qui est capable de donner de l'énergie à un objet pour qu'il quitte la galaxie. Voilà, pour donner une taille monstrueuse, on est sur 53 années-lumière ici. Voilà. Hein? Ah ben, sur le passage, tu as le gaz interstellaire là, qui a pris cher au passage. Là, c'est les ondes de choc du milieu interstellaire qui se prend l'étoile à neutrons en pleine tête. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails d'une étoile à neutrons. C'est une étoile qui a immensément réduit, donc sa vitesse de rotation est phénoménale. Vu qu'elle génère un champ magnétique de malade, elle va balayer l'univers avec un champ magnétique et un faisceau magnétique monstrueux, c'est ce qu'on appelle une pulsar. Et des fois, elle va même avoir un champ magnétique local monstrueux, ce sont les magnétars. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà pris largement assez de temps. Ok. Ah là, le trou noir, ça c'est plus marrant, c'est le moment où l'étoile s'effondre, les neutrinos se créent au cœur de l'étoile, mais c'est mort, il y a trop de masse. Alors du coup, au cœur de l'étoile, l'espace-temps commence à faire les mecs, je me sens pas très bien. Et au cœur de l'étoile se crée un trou dans l'espace-temps. Et alors là, c'est fini, parce que ce trou, c'est une singularité. Du coup, le cœur de l'étoile à neutrons finit dedans. Du coup, le reste de l'étoile continue à s'effondrer dedans. Et vous obtenez un trou noir. Alors je ne vais pas m'étendre aussi sur les trous noirs stellaires. Et par contre, je vais m'étendre peut-être plus sur cette belle photo que certains ont vue aujourd'hui. Cette photo qui est sortie hier soir. Voilà. Donc la première photo, vraie photo, pas simulation, première vraie photo d'un trou noir. Alors le premier journal qui vous dit que c'est la photo du cœur de notre galaxie, vous tirez dessus avec boulet rouge. Non, c'est pas la photo de Sagittarius A étoile, mais la photo du trou noir au milieu de M87. C'est un trou noir supermassif. Alors c'est pas un trou noir stellaire comme une étoile qui s'effondre à la fin. Bien évidemment, un trou noir stellaire c'est trop petit. Dans le cas d'un trou noir supermassif comme ça, là on peut le voir parce qu'on est sur de l'ordre de 5 milliards de masses solaires. Voilà. Ce que je trouve assez fabuleux sur cette photo de trou noir, c'est que les lentilles gravitationnelles qui avaient été prévues par la relativité sont bien visibles. On voit vraiment l'objet noir au milieu et les déformations de lentilles du disque de matière autour. Voilà. Einstein avait raison. Ouais. Alors, en 76, c'est à l'époque, en 1976, qu'on a observé le premier trou noir. Pour entrer un peu dans les détails, c'est justement une binaire à contact, où une des deux étoiles, au lieu de devenir une étoile à neutrons ou une naine blanche, est devenue un trou noir. Du coup, elle suçote son binôme, mais elle le suçote tellement fort que la matière qui tombe dans le trou noir est projetée à des vitesses relativistes, et du coup va briller à mort et faire une source de rayons X monstrueuse. Donc son petit nom c'est Sinus X1, première source X de la constellation du Cygne, lol. Et à l'époque quand ça a été observé, c'était donc là il y a une binôme, ouais. Alors il y a un des deux objets qui est vachement massif. On a quoi dans les cartons de vachement massif?
On n'avait pas dit que ce truc-là n'était pas censé exister? Bah. Et c'est donc la première fois qu'en fait, on a pu dire, bah techniquement, ce qu'il fait là, c'est un trou noir. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on en a vraiment, alors je mets des guillemets, observé, c'est juste qu'on a vu une source de rayons X monstrueuse et que voilà, aucun objet ne pouvait produire une telle quantité de rayons X comme ça. Même une pulsar à la fin de sa vie, ça ne produit pas ça. Voilà. Donc après, en observant un peu mieux, on s'est rendu compte que le cœur de notre galaxie avait aussi un trou noir supermassif, cette fois-ci, pas un trou noir stellaire. Et en regardant les autres galaxies, on s'est rendu compte que ils ont tous un trou noir au milieu, monstrueux. D'où la question, à quoi ils servent, comment ils fonctionnent. Alors la petite blague, vous savez, les journaux qui disent « on va être aspiré dans notre trou noir ». Alors non, parce qu'on tourne autour. Vous pouvez remplacer le Soleil par un trou noir à l'heure actuelle, qui fait la même masse. Bah on bougera pas, et pas de problème. Par contre, on gèlera sur place parce qu'il n'y a plus de lumière. Désolé. Ça, c'est une des grandes questions. On ne sait pas. Première option, c'est que les galaxies, quand elles se forment, le milieu, il y a une telle quantité de matière que... Ça fait genre la giga super hyper géante. Bleu qui va durer quoi? Allez, quelques minutes, et puis blob. Et puis après, le nuage qui forme la galaxie, ce serait les rémanentes. Voilà, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est que au cœur de la galaxie, il y a juste plein d'étoiles, et puis certaines vont mourir, et puis du coup, certaines vont former des trous noirs qui vont se fusionner mutuellement. Voilà. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Il y a trop de simulations et trop de variables à prendre en jeu. Alors, j'ai pas pris la vidéo parce que là, il faudrait faire un truc complètement sur les trous noirs. À propos de Sagittarius à étoile de son petit nom, on a pu observer dernièrement, alors je vais mettre des gros guillemets, on a pu voir en fait une étoile qui est passée juste à côté et qui est passée et qui s'est fait arracher du gaz. Voilà. On voit vraiment l'étoile qui est déformée par un truc qui est invisible. Et pareil, même probabilité de se dire, bon bah là, soit il y a, je sais pas, un truc, soit c'est un trou noir supermassif. Ouais, voilà. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est qu'on imagine que le trou noir va manger l'étoile, alors qu'en fait, il a un peu plus. Ouais, et le truc par contre, c'est que la vitesse va être. Pareil, l'étoile va aller sur des vitesses complètement relativistes parce que. Oui. Ah, mais complètement. Alors, je pense que je referai une conférence sur les trous noirs parce que j'en ai plein à dire, notamment sur comment extraire l'énergie d'un trou noir. C'est vachement cool. Parce que. Hein? Mieux que ça. Mieux que ça. On peut extraire l'énergie d'un trou noir si on veut vivre à la fin de notre univers. Bref. Kurzgesagt, oui, il y en a eu un comme ça. Non, je viendrai plus tard. Bref, je vais finir vite fait, parce que le temps tourne et j'ai vraiment dépassé, je suis désolé. On a vu tout à l'heure que notre fer, il ne pouvait pas fusionner. Oui? Non. Notre fer ne pouvait pas fusionner. À la fin de la vie d'une étoile, notre supernova va quand même un petit peu chauffer et refaire fusionner des éléments. Et c'était un des problèmes qu'on avait, c'est-à-dire, ouais, ça chauffe, mais pas assez. Alors, option 1, bon, bah l'uranium n'existe pas. Non. Donc, il fallait un phénomène encore plus cataclysmique pour justifier l'existence des éléments lourds et de dire, mais à quel moment est-ce que... alors, est-ce que j'aurai le son? Non, je crois pas, malheureusement. Oups, allez, viens par là, toi. Ah, tu veux pas, t'es pas marrant. Or, il existe un phénomène... Sa mère? Il existe un phénomène encore plus cataclysmique, c'est quand vous avez, comme je le disais tout à l'heure, deux étoiles à neutrons ou deux naines blanches, donc composées de neutrons, de fer et compagnie, qui vont mourir l'une près de l'autre, et du coup elles continuent d'orbiter. Seulement, problème, dégénérescence orbitale oblige, elles vont tourner l'une par rapport à l'autre et se rapprocher. Et donner ce genre de balai absolument démentiel. Alors les ondes que vous voyez, c'est une représentation des ondes gravitationnelles. En 2017, et c'est ce qui a valu le prix Nobel à Kip Thorne et à son équipe pour l'observation de la collision, non pas de deux trous noirs, alors oui de deux trous noirs, mais aussi de deux étoiles à neutrons, puisqu'en fait, quand on s'amusait à regarder ce que ça donnait, bah en fait c'était deux étoiles à neutrons à cet endroit-là qui se sont fracassées l'une sur l'autre. Et deux étoiles à neutrons, c'est pas deux trous noirs, c'est pas deux trucs dans lesquels la matière est complètement grillée, mais c'est deux trucs où il y a de la matière, avec des protons, des neutrons, une couche de fer, et là ça se fracasse à grande vitesse et à grande puissance dessus. Et d'où l'explosion finale qui est la collision de deux étoiles à neutrons. Tu peux pas mettre le son à fond sur toi. Je suis à fond. En fait, c'est si on s'amusait à transformer l'onde gravitationnelle en... Donc ça donne un joli truc qui fait... Voilà, c'est le cri d'agonie final de deux étoiles à neutrons qui vont se collisionner. Donc la petite histoire, c'est qu'il y a beaucoup de milliards d'années,
Il y a des étoiles qui sont formées, des supergéantes bleues. Elles ont fusionné, enrichi le milieu interstellaire, puis d'autres ont fait pareil, puis d'autres sont mortes très vite et ont collisionné les deux étoiles à neutrons ont collisionné les unes par rapport à l'autre, ont enrichi le milieu interstellaire à nouveau. Et ce milieu complètement malaxé d'atomes, complètement divers et variés, a eu la bonne idée de se refusionner et de donner notre Soleil et notre système solaire. Donc la conclusion, moi je dirais, c'est qu'on n'est pas des poussières d'étoiles, mais on est issus de la poussière des cadavres des étoiles. Voilà. Donc c'était un peu rapide et j'espère que ça vous aura plu. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions, tout ça? Vas-y, vas-y. Est-ce que finalement on a réussi à trouver des trous noirs de masse intermédiaire? Parce que je sais qu'à un moment... Bonne question, non. Des quoi? Des... Parce qu'en fait, il manque un chaînon manquant entre les trous noirs stellaires qui sont, je vais mettre des gros guillemets, des petits machins qui font 300 masses solaires, et 6 milliards de masses solaires, le supermassif. Et oui, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Alors, une des théories que moi j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, un truc entre les deux, c'est tellement instable et ça bouffe tellement les matières autour que très rapidement, il se fait ralentir en cognant le milieu interstellaire et finit dans le trou noir supermassif. C'est une des théories qui existent actuellement. Moi, je la trouve la plus propre parce que justement, ça justifie pleinement qu'on ne les voit pas. Parce que sinon, en effet, un machin entre les deux qui fait 1 à 2 milliards de masses solaires, bon, on le verrait quand même. Oui, alors par rapport à la fusion des éléments, Ouais. donc, là tu disais que c'était la collision des étoiles à neutrons qui produisait les derniers éléments. Les derniers du éléments, tableau. ouais. Alors moi j'avais eu l'explication que c'était à la fin des plus grosses, que c'était au moment où l'effondrement gravitationnel reprenait le dessus. C'est le que cas. Ça finissait par se contracter et qu'à ce moment-là ça finissait par fusionner tout ce qui restait et que là ça produisait une quantité tellement phénoménale d'énergie que ça explosait. Alors, c'est le cas, c'est ce qu'on pensait jusqu'à les années 2000, et qu'on fasse des simulations. Et en faisant les simulations, on se rendait compte que oui, à la fin, la supernova, elle fusionne jusque-là. Alors la réponse, c'est oui, ça fusionne. Mais il en manque un paquet quand même. Alors du coup, d'où ça vient? Hein? D'où ça vient? Bah, des étoiles à neutrons qui se fracassent. Attends, c'est-à-dire pourquoi là tu passes du fer à l'uranium? Alors, du fer à l'uranium, je les connais pas par cœur, hein, je suis désolé. Entre les deux, tu as tous les autres. Hein. Tout. Chaque petit point, c'est un isotope possible. Donc en effet, avec ta supernova, à la fin, ton fer, tu peux le fusionner un tout petit peu et former les éléments un peu au-delà. Allez, je pense que tu peux aller jusqu'au technétium, un truc comme ça. Mais alors, le latane, le tungstène et compagnie, c'est mort. Ça va peut-être être un peu con, mais ça doit pas être si courant que ça, des étoiles à neutrons qui se tapent la gueule. Alors c'est la question. À notre époque, peut-être, mais dans les débuts de notre galaxie, avec plein d'étoiles de supergéantes bleues qui s'effondrent, se cassent la gueule et deviennent des étoiles à neutrons, là ouais. Ouais, ok. Voilà. C'est une des théories en vogue à l'heure actuelle, et l'observation de la collision de deux étoiles à neutrons déjà prouve que ce phénomène existe. Et dans le résultant de gaz qu'on a pu observer avec des télescopes optiques, on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments lourds. Donc on s'est dit, bon, techniquement, ça colle. Mais en effet, il faudrait continuer à faire des simulations. Là, c'est tout frais, tout chaud, ça date de 2017. Va encore falloir un petit peu implémenter. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, la supernova peut aller au-delà, mais jusque-là, c'était un peu le problème mathématique, c'est qu'on se rendait compte que ça pouvait y aller, mais bah, au-delà, en fait, si on voulait chauffer plus, fallait avoir des étoiles encore plus grosses, et automatiquement, ça devient un trou noir. Donc en fait, lol. Ah, comme quoi, ce seraient vraiment les trucs monstrueux qui se seraient formés avec... Au début de notre univers, et puis quand on enrichit le milieu interstellaire, le début de notre univers, il faut vraiment imaginer des étoiles très grosses qui... faut surtout imaginer un nuage relativement... homogène de gaz. Ouais. Alors ça, c'est la limite de nos connaissances actuelles, c'est une des grosses problèmes de cosmologie. Oui, cosmologie, pas cosmogonie, Quentin. C'est de savoir comment notre galaxie s'est formée. Pourquoi, bordel, on a des bras en spirale? Pourquoi certaines sont en foutoir sans nom? Pourquoi certaines sont bien alignées? C'est une des grosses problématiques en cosmologie, c'est-à-dire pourquoi les galaxies sont sculptées comme ça. Et on peut pas... Enfin, il n'y a pas des patterns qui reviennent par rapport Oui, avec les oui, éjectats, oui, il y en a un, elles ont tout un trou noir central, et en fonction de la masse et la taille du trou noir central est directement corrélée à la gueule de la galaxie. Donc c'est une des théories de dire c'est le trou noir central qui a sculpté la galaxie qui est autour d'elle. Ok, donc Je trouve ça vachement sexy, mais actuellement c'est un peu une piste en mode peut-être qu'il y a une corrélation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il eût existé des étoiles qui avaient pour ordre de grandeur, en termes de taille, le volume de l'univers? Ça s'appelle un Big Bang, ouais.
Alors, et le problème, c'est que si tu as une étoile comme ça, automatiquement, tu as une singularité qui se forme. Ouais. Et le Big Bang, c'est une anti-singularité. Alors là, c'est au niveau des limites de la cosmogonie. De cosmologie, putain. C'est qu'on ne sait pas pourquoi. Une cosmogonie, c'est pas tout à fait la même chose, je crois. Oui, je sais, une cosmogonie, c'est quand tu as une tortue, 2 éléphants et. Bon. 4. Il y en avait 5. Oui, il y en a un qui s'est cassé la gueule. Éjecté, qui est parti en orbite autour Et c'est lui qui a fait la tortue, Lune. Et qui s'est écrasé et qui a donné le 5e continent et les réserves de pétrole qui sont dans le disque. Sinon, moi, ma cosmogonie, c'est. Pain. Hein Ishtar. Ah aussi. Bref. Donc voilà, c'est une des limites actuelles des connaissances fondamentales. On ne sait pas comment les galaxies sont formées. Ce qui conditionne aussi comment est-ce que les nuages de gaz se sont entrechoqués et donc comment les étoiles in fine ont... Ah, pouf. Ça fait des chocs à pic. Tu dis qu'un trou noir énorme, ça donne forcément une singularité, mais c'est pas non plus ce qu'on observe sur les supermassives. On observe un gros nuage de gaz et un cœur très dense. Mais De quoi sur les étoiles? ouais. Alors, c'est le problème, c'est qu'en fait, sur une étoile supermassive, au cœur, ouais, youpi, yukaidi, tralala, fusion nucléaire, Ouais. à un moment donné, ta fusion nucléaire, elle s'arrête. Et là, la gravité fait Ouais, chérie. Après, ça peut même recondenser dans les couches extérieure. Ben, c'est ça le problème, c'est que tes couches extérieures, elles font quoi? Elles vont être attirées par le point le plus gravitationnellement important. Ça refusionne ou pas? Ça refusionne. Ben, ouais, sauf quand tu es à des échelles qui sont. Alors si tu as une échelle monstrueuse, dans ce cas la gravité va encore plus l'emporter parce qu'au milieu tu as une quantité de matière monstrueuse, Ouais. donc la gravité va l'emporter encore plus vite et les éléments qui vont tomber tellement vite, justement à des vitesses relativistes, qu'il n'y a même pas le temps de faire une fusion. Il y a pas, tu peux pas avoir le cœur qui se condense tellement vite justement qu'au bout d'un moment ça condense trop vite pour qu'il continue à avoir une influence sur les. Et dans ce cas tu as une étoile à neutrons et il faut une limite minima de masse, mais si tu en mets plus, Oui, ça fait un trou noir. le trou noir Ce que l'emporte. je veux dire, c'est si tu condenses ton étoile, Ouais. si elle condense vraiment tellement vite que c'est de l'ordre de la valeur de la vitesse de la lumière, C'est le cas. Est-ce que les couches extérieures les plus éloignées ont le temps de rejoindre le noyau avant que ça pète définitivement et que ça fasse. Alors, ça souffle non. dans tous les sens? Non, c'est pour ça justement qu'on a des nébuleuses, des rémanents de supernova, où les couches extérieures réussissent à... Ok. Voilà. Mais c'est les cas où on a la plupart du temps une étoile à neutrons. Quand dans le cas d'un trou noir, la plupart du temps, le trou noir finit le travail. Ouais. Voilà. Ok. Parce que justement, les neutrinos qui ont commencé à être générés font oui, il y a un trou noir. Ok. Voilà, je mime bien le neutrino. Voilà. Non, parce que tu interagis avec le milieu de l'air pour produire du son. Voilà. Bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est quand la prochaine? Ouais. Alors ça c'est la question. Pour la prochaine. La prochaine, je fais les trous noirs, promis.